Le Fonds du 11 janvier et la Fondation Hippocrène présentent Esprit critique, es-tu là ? Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. 12e épisode. Former l'esprit critique des plus jeunes. Second volet. Avec l'association Par le Monde. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? On peut planter le décor, Laurent Arnaud. Ici, on arrive sur le site des Grands Voisins qui abrite Par le Monde. Et finalement, c'est un peu pour aller vite, le monde qui s'est donné rendez-vous ici aussi à un moment donné. Oui, tout à fait. Il y a un accueil de jour au rez-de-chaussée. Ce sont des migrants qui arrivent ici et qui trouvent de soutien de l'association Aurore qui les aide. Et nous, on est juste au-dessus. Il va falloir inventer le monde de demain, et puis ça tombe bien, Laurent Arnaud, parce que quand en 2013, vous avez créé Par le Monde, justement, il y a cette envie d'espace, il y a cette envie de voyage, il y a cette envie de rencontre de l'autre, de l'interculturalité, d'échange. Il y a tout ça que vous avez inventé et que ces lieux ont un peu porté. Et aujourd'hui, il va falloir nous raconter cette aventure. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas inventé grand-chose, on n'a pas inventé grand-chose, ou alors on fait que réinventer la roue. À l'association, on reprend et on revisite des approches qui sont très anciennes de correspondance scolaire, en fait. Et on utilise le prisme du voyage et cette espèce de fascination que les enfants peuvent avoir pour la vie des habitants à l'autre bout de la planète pour les pousser à se montrer plus curieux, plus ouverts, plus critiques. Si vous n'avez pas inventé la roue, vous avez réinventé des routes. Oui, on a essayé d'utiliser en tout cas les nouveaux moyens de communication pour ouvrir des chemins, notamment à des publics qui généralement ne sont pas conviés parce qu'ils sont éloignés, que ce soit socialement ou géographiquement, et ils ne participent pas à ce genre d'initiative, à ce genre de programme d'échange. Il y a très peu de mobilité nationale ou internationale dans énormément d'endroits en France, et on essaye de leur amener cette possibilité de dialoguer et de faire une expérience de la diversité via nos différents programmes, notamment le voyage de Pélico. Pélico, ce petit toucan qui s'invente des amis, qui les rencontre, plein de pélicopains. Et on va raconter tout ça. Je vous suis. Moi, j'aime bien l'idée de m'adresser à la plus jeune du groupe, à Laura, service civique ici, Par le Monde. C'est ça. Pélico, en 2 mots, comment vous le présenteriez à quelqu'un qui ne l'a jamais vu et pour qu'il comprenne ? Qui est Pélico ? Moi, je dirais que Pélico, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui est très ouvert, qui apporte justement la question. Si vous voyez dans le logo, il y a un petit point d'interrogation et c'est ça, c'est le questionnement, avant tout. Qui voyage ? Et zou. On éteint le ventilateur car il commence à faire chaud. L'été s'est installé à Paris, ici aux Grands Voisins aussi. Et puis ça, c'est aussi un compagnon du voyage, le ventilateur. Les enfants, ils apprennent donc à travers cette mascotte. Mais il y a des gens qui la véhiculent, la mascotte. Bah oui, bien sûr, c'est les médiateurs déjà, parce que c'est eux qui font le lien entre les enfants sur place et les enfants français. Mais c'est aussi les enfants eux-mêmes parce qu'on est une association dans laquelle on veut que l'enfant soit acteur. Donc c'est lui qui fait les reportages, c'est lui qui peut dialoguer par déjà des questionnements, tout simplement, mais aussi en faisant des vidéos, en proposant des défis. Donc ça passe aussi par les enfants et les enseignants, bien sûr. Et là, on parle d'enfants, mais on parle surtout, et ça c'est intéressant, de petite enfance. Oui, généralement c'est entre 7 et 12 ans. Mais bien sûr... on parle des enfants, mais ça a des impacts aussi sur les professeurs, mais aussi sur les familles, les fratries. Ça questionne tout le monde autour, finalement. Mais cette ouverture sur les autres, sur le monde, il est bon que ça s'adresse déjà aux plus jeunes. Oui, parce que les plus jeunes, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important. On ne peut pas se toucher, mais justement, on déploie des projets où on va pouvoir découvrir l'autre à travers du numérique. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans déjà.
Mais là, ça prend vraiment tout son sens parce que le numérique, ça va être cette ouverture sur le monde finalement dont on a tant besoin aujourd'hui. Axel, à demain. Maman est là. Taïna, papa est là. À demain. Timéo aussi, c'est bon. Et quand on dit à demain aux enfants, on n'oublie pas qu'il y aura peut-être un monde différent demain, mais c'est pas sûr ça. On espère retrouver le monde qu'ils ont toujours connu, parce que c'est vrai que c'était un monde quand même... Inès Monet. Voilà, peut-être sans trop de difficultés. On verra. On se met en classe, Ouais. maintenant qu'il n'y a plus d'enfants. Voilà, donc la classe, alors habituellement elle n'est pas comme ça. Hein. Moi je travaille plutôt en îlot, en groupe, en atelier. Et puis là, voilà, au niveau du matériel, comme c'est très compliqué, tout ce qui est désinfection, etc., on retrouve un petit peu les classes d'antan avec voilà, les élèves face au tableau, côte à côte. Il y a un petit peu moins d'interaction, mais c'est vrai qu'après ces 2 mois et demi ou 3 mois pour certains, ça fait peut-être du bien de repartir sur ce qu'ils ont connu il y a quelques années. Puis on va parler de cette interaction-là, parce que ce que propose finalement Par le Monde avec ce voyage de ce petit toucan sympathique, c'est quelque chose que vous avez tout de suite épousé. Qu'est-ce que concrètement, pour la professeure des écoles que vous êtes, Inès Monet, cette intrusion de ce joli volatile à l'intérieur fort sympathique de votre classe leur apporte ? Je pense que les élèves d'aujourd'hui ont du mal à imaginer ce qu'est la place et la situation d'élèves à travers le monde. Ils ont peut-être tendance à croire que tout le monde vit un peu la même vie qu'eux. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant pour eux de découvrir de nouvelles régions, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vivre, que ce soit culturellement, culinairement. Et puis, à chaque fois, donc, Pellico nous présente ses nouveaux pellicopains qu'il se fait à travers le monde. Et on est à même de ressentir les émotions de ce toucan et de découvrir toutes sortes de nouveautés dont on n'a pas du tout idée. En chiffres, aujourd'hui, Par le Monde, c'est quoi ? On a juste prononcé la date de 2013, qui était la date de la fondation. Ouais. Ça donne déjà, ça permet de poser aussi la structure. Et puis après, il y a tout ce qui a été créé. Oui, alors je dirais que c'est d'abord 5 éditions du Voyage de Pellico, qui est notre programme phare jusqu'à présent, qui a bénéficié à peu près 15 000 écoliers en France et dans 20 pays du monde. Laurent Arnaud. Toujours en parlant de chiffres, ce projet, il est utilisé de façon très libre par les enseignants dans leur classe, mais en moyenne, c'est une demi-journée par semaine qu'ils y consacrent sur toute une année. Donc c'est un projet compagnon qui va leur permettre non seulement d'aborder les questions de rapport à l'autre dont on a déjà parlé un petit peu, mais aussi de faire le lien avec l'enseignement plus classique de leur programme, la géographie, l'écriture, la lecture. Et c'est une des forces de ce programme-là, de faire le lien entre ces deux apprentissages-là. On a parlé beaucoup de Pellico, ce petit toucan qui est votre mascotte. Ouais. Comment l'idée est arrivée et comment elle s'est imposée ? Pourquoi lui ? Alors pourquoi lui ? C'est la première question que généralement les écoliers posent, et c'est bien parce que c'est bien qu'ils se la posent. Pellico n'est pas un pélican, c'est un toucan, et le nom il vient un peu de là, il vient un peu pour pousser les enfants à aller au-delà des apparences et les amener à se poser des premières questions sur quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui peuvent les ouvrir sur une autre représentation du monde. Ça reste ici ou bien ils s'en servent là-bas, chez eux, derrière la porte, dans leur maison ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi, en début d'année, Inès Monet. on peut proposer aux parents donc, de suivre le projet, le voyage de Pellico. Donc, les parents ont un accès, un code. Et donc, dans certaines familles, les enfants peuvent découvrir en avant-première certains reportages, certaines vidéos. Et donc, ça permet de faire un lien entre ce qu'on fait à l'école et ce qui se passe également à la maison.
Ce qu'on fait à l'école avec donc du coup ces nouveaux instruments, c'est quelque chose qui se rajoute à un programme, mais c'est une chose évidente qu'il faut, et c'est peut-être le but de ce genre d'approche, leur renforcer leur esprit critique, le stimuler. Tout à fait, je pense que là, cette posture de citoyen prend tout son sens, puisque c'est pas forcément quelque chose d'acquis chez eux. Et donc c'est vrai qu'à travers ce voyage de Pellico, ils apprennent peut-être davantage la diversité, la tolérance, et puis effectivement ils renforcent leur esprit critique. Quel est le plus beau souvenir que vous ayez? Il y a des images qui vous reviennent comme ça, des moments forts avec des intensités que vous ne soupçonniez pas? Alors, pas forcément des images, mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais un élève d'origine népalaise. Et quand on a eu, en fait, à chaque début de découverte d'un pays, on avait sur une semaine une énigme à découvrir. On vous montre une photo du pays. On nous fait écouter le langage ou certains sons, et donc c'est aux enfants, au fur et à mesure, d'essayer de trouver dans quel pays se trouve Pellico avec les journalistes. Et là, en fait, dès la deuxième énigme, j'ai un élève qui m'a dit « Oh maîtresse, je suis sûre que c'est le Népal », et effectivement, il avait raison. Et donc, je pense que ça a peut-être davantage entraîné la classe dans ce voyage, puisqu'ils avaient un élève qui était d'origine népalaise et donc qui pouvait apporter aussi certaines choses supplémentaires. Et donc, je pense que ça les a vraiment poussés dans cette aventure. Pellico, pour le marionnettiste que vous n'êtes pas, donc Guillaume, c'est cet ami dont on se sent si proche, mais dont on partage les tourments et les étonnements, j'imagine. Mais par rapport à lui, vous avez un désavantage, vous êtes un humain, et même si c'est cela que vous rencontrez grâce à lui, vous avez chaud, vous tombez malade, vous devez construire des itinéraires compliqués, affronter toutes les situations. Enfin, vous êtes aussi un baroudeur. Ouais, tout à fait. Bon, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance au cours de ces 2 années et de ces 8 pays visités. On n'a jamais eu de véritables problèmes, que ce soit de santé ou de matériel, même si on a eu parfois un peu peur de casser une caméra ou un ordinateur. À savoir qu'au cours de ces voyages, on laissait les enfants utiliser le matériel pour que ce soit eux-mêmes qui fassent les vidéos. Et donc effectivement, ça demandait un petit peu de formation pour pas risquer de mettre le voyage en péril en cassant du matériel. Mais oui, effectivement, on a dû s'adapter, et je pense que ça, c'est une chose qui est assez incroyable dans cette expérience que j'ai pu vivre à titre personnel comme médiateur. C'est le fait de devoir s'adapter à différents contextes socioculturels. Vous parliez de chaleur, mais il y a aussi des codes culturels, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi à travers ce voyage. Il faut pouvoir s'adapter. Au Népal, je pense, par exemple, puisque c'est un des pays qui a été abordé dans la classe d'INES. C'est une culture où on peut avoir des difficultés à dire non à ses interlocuteurs, et donc on s'est retrouvé dans des situations où les choses ne pouvaient pas se faire, et néanmoins on ne nous avait pas dit non clairement, donc on arrivait, et voilà, c'est vraiment très intéressant. Effectivement, je pense que la première qualité du baroudeur ou du marionnettiste qui accompagne Pellico, c'est de savoir s'adapter et de faire en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Parfois, il y a des très jolis souvenirs, comme celui d'Inès Monet, qui nous accueille à Gentilly dans sa classe de CM1 et qui nous raconte que, finalement, dans le pays que vous aviez traversé, ce Népal, il y avait un petit Népalais à l'intérieur de cette classe qui s'est mis aussi à pouvoir, justement, parler dans sa propre langue et alors apprendre quelques mots. Oui, effectivement, ça c'est une grande richesse du projet, c'est que ça permet de valoriser les enfants qui ont une double appartenance culturelle. Donc lui, cet enfant qui était d'origine népalaise et qui a pu apporter une aide particulière à ses camarades en traduisant éventuellement quelques mots dans les reportages, ou en parlant lui aussi des spécialités culinaires que ses parents font à la maison et qui étaient les mêmes que celles qu'on avait présentées dans nos reportages. C'est vrai que ça arrive souvent, lorsqu'on est parti au Maroc, des mamans d'enfants avaient réalisé des goûters marocains, puisqu'on avait fait un petit reportage sur le petit déjeuner au Maroc. Et donc effectivement, ça c'est une vraie richesse, et dans le cas de la classe d'Inès, ça s'est produit. On ne s'attendait pas évidemment à rencontrer un enfant d'origine népalaise en allant à Gentilly. Qu'est-ce que les enfants ont de plus que nous ? Oh, ils ont beaucoup de choses peut-être. Une ouverture d'esprit plus grande que la nôtre, je pense.
enfin en tout cas je l'espère, et ils sont plus malléables. Et quand je vous disais qu'être médiateur culturel, ça signifiait s'adapter, être flexible aux pays dans lesquels on était, je pense que les enfants ont cette capacité-là à être beaucoup plus flexibles que nous. Et donc si on leur apprend dès le plus jeune âge à être tolérant, à s'ouvrir aux autres et à être curieux, alors ils y arrivent d'autant plus en étant adultes. Qu'est-ce que tu as appris avec les voyages de Pellico ? J'ai appris qu'on est tous différents et que même si on est dans une autre religion, on est tous les mêmes. Quelle que soit la couleur de peau, les différences, la taille, la langue, peu importe, on est tous pareils. Quel est ton voyage préféré dans tout ce que tu as vu ? J'ai beaucoup aimé la Roumanie avec leur fierté nationale, les danses, les costumes, ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce que Julie et Guillaume ont dit d'important ? Pour moi, qu'une déesse de 4 ans, pour moi c'est impressionnant. À 4 ans, on est une déesse alors qu'on ne savait même pas ce que c'est. C'était dans quel pays ça ? Le Népal. Et d'après toi, à quoi ça sert ce que Julie et Guillaume font dans chacune des classes ? Par exemple, ils vont aller dans d'autres classes, ils vont faire un petit peu la même chose. Pour toi, ça sert à quoi de faire ça ? Pour apprendre les différentes villes qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ok. Est-ce que tu as envie de partager tout ce qui s'est passé ce matin avec d'autres ? Et comment tu vas le faire ? J'ai beaucoup envie de partager tout cela. Et je pense que je vais raconter au Népal ce qui s'est passé. Puisque moi, une déesse de 4 ans, c'est impressionnant. Ici, dans cette école primaire Saint-Joseph à Gentilly, il y a eu un moment où les élèves que vous aviez entre les mains, Inès Monet, ont dû montrer ce qui constituait puisque c'est un exercice qu'on leur demande parfois, leur identité propre ici à Gentilly. Oui, alors effectivement, souvent ils doivent dessiner une particularité de leur région, alors que ce soit un plat qu'ils apprécient beaucoup ou un monument célèbre de leur région. Et donc effectivement, ça permet un petit peu de montrer aux autres quel est l'environnement dans lequel ils s'épanouissent et ils grandissent chaque jour. Un des moteurs qui fait que le voyage de Pellico peut fonctionner, c'est qu'il y a un attachement émotionnel pour cette mascotte. Laurent Arnoux. C'est à la fois un moteur, mais il ne faut pas le voir, il faut aussi s'en méfier. C'est-à-dire qu'il y a un attachement émotionnel qui va permettre aux enfants de vraiment donner du crédit aux images, à la parole, aux écrits. Et ça, c'est essentiel. Mais il faut aussi se méfier du coup de l'enthousiasme des enfants. Si on demande à un enfant souvent ce qu'il a retenu du voyage de Pellico, la première chose, c'est du domaine de l'émotion. Et c'est normal. Et c'est la porte d'entrée. Souvent, ils n'ont pas les clés réflexives pour porter un regard sur leurs apprentissages. Enfin, si on essaie de les guider sur ce genre de terrain, on va dire un peu méta ou un peu réflexif, ça va être compliqué. Je dirais que, et souvent ce sont les enseignants qui le repèrent, c'est des changements de comportement vraiment très concrets dans des classes. Par exemple, des changements de comportement vis-à-vis des enfants roms qui sont scolarisés de façon épisodique dans des classes partout en France et qui sont souvent complètement à l'écart à l'intérieur des classes parce que souvent ils ont des difficultés d'expression. Ils n'ont pas une scolarité linéaire, donc ils arrivent en milieu d'année, ils repartent. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Dans les classes qui participent au voyage de Pellico, les enfants du voyage, les enfants roms, ils deviennent des enfants un peu magiques, qui sont détenteurs d'un savoir. Parce qu'eux-mêmes voyagent. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils vont à la rencontre et ils voient le monde. Et donc ça, on l'a, ce témoignage-là, on l'a eu plusieurs fois, que ça transforme la relation des élèves à l'intérieur de la classe vis-à-vis de ces enfants-là. Et il y a un autre témoignage qui est très, très, très récurrent, c'est sur les enfants qui ont une double appartenance culturelle ou qui ont des origines étrangères. En fait, très souvent, ces origines ne sont pas valorisées à l'intérieur de l'éducation nationale. Pas parce que les enseignants ne veulent pas les valoriser, c'est parce qu'elle n'a pas moyen de s'exprimer facilement. Pour prendre un exemple très concret, un enfant bilingue, c'est pas considéré comme une source de richesse pour une classe. Parce que
souvent, ça va être dans une langue qui n'est pas au programme officiel. Et donc, ça ne va pas être quelque chose qui va être valorisé au cours de l'année. Maintenant, quand Pellico est au Maroc et qu'il y a dans la classe des enfants qui sont arabophones, ils deviennent des passeurs de culture. Ils sont capables de comprendre davantage. Ils sont capables de jouer les interprètes, par exemple. Ils sont capables de traduire des questions de leurs camarades directement en arabe. Ça permet aussi aux enseignants qui s'en saisissent tout le temps de faire venir les parents qui le souhaitent dans les classes pour avoir des témoignages directs de leur vécu. Et ça change le regard de leurs camarades. Ça change le regard à la fois de ces personnes-là, de ces enfants-là, sur leur patrimoine, qui est en fait vu pour la première fois comme une richesse, et ceux aussi de leurs camarades. Et le projet est aussi souvent pour eux un moyen d'interroger leur famille et de s'interroger sur leur identité. Le voyage de Pellico et l'association Par le Monde, c'est la promotion d'un modèle d'identité multiple. On peut être français, breton et d'origine tunisienne. La culture est toujours le fruit d'un métissage. Et si Pellico n'était pas finalement le meilleur ambassadeur de ce que l'on appelle aujourd'hui le monde de demain ? C'est une bonne question. Alors oui et non, parce que alors je pense qu'on est quand même effectivement même avant ce coronavirus, il y a quand même, on est dans une ère où les tentatives le repli identitaire et on va dire toutes ces tentations à se replier sur une version fantasmée de son identité pure, débarrassée des scories de l'histoire et des métissages, elle est forte. Et là, pour le coup, elle dépasse le cadre français. Et oui, on pense effectivement que apprendre les enfants à dialoguer, leur permettre de faire des expériences concrètes de la mixité, de la diversité, c'est un antidote à ce repli. Ça permet aux enfants de grandir davantage curieux, tolérants, responsables. Pour le dire autrement, il est très difficile quand on vit dans son microcosme, quand on vit dans une société où il y a une forte inégalité d'accès à la culture, à la mobilité, au savoir, c'est très difficile de se sortir de son microcosme social, de changer de perspective, de ne pas voir le monde que par le bout de sa lorgnette. Et du coup, ça nous semble assez inévitable qu'on va finir par adhérer aux préjugés dont on hérite au niveau familial ou au niveau social. On ne va pas avoir eu cette expérience qui permet de saisir que le monde, il est complexe. Notre société, elle est multiple. Et que pour l'améliorer, cette société, il faut avoir une perspective de ce que c'est que le bien collectif. Et donc ça veut dire faire une expérience de pas simplement sa propre situation et celle de ses très semblables. Former l'esprit critique des plus jeunes, fin de ce 12e épisode de cette série de podcasts produite par le Fonds du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Laurent Arnoux, cofondateur de Par le Monde, et à toute sa vaillante équipe, ainsi qu'à Inès Monet qui nous a entrouvert, après le confinement, la porte de sa classe de CM2 à l'école primaire Saint-Joseph de Gentilly. Esprit critique, es-tu là ? Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore OH, communication, agence RUP, montage et mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et bien sûr, visitez le site de l'association www.parlemonde.org. En attendant, bel été sonore à toutes et tous, et retrouvez toutes les semaines de l'été 2 podcasts de la collection en nouvelle diffusion.